Bonjour à tous. On va démarrer, on va essayer de rattraper. Il y a eu un petit peu de retard sur certaines sessions ce matin. On va essayer de rattraper en démarrant à l'heure pour cette session. Donc bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là au keynote ce matin et rebonjour pour ceux qui m'ont déjà vu. Alors pour cette session, c'est pas moi, on va inviter différents invités sur scène. L'idée c'est, on a Power BI qui est là depuis un an, donc ce que Damien Cudel vous a dit ce matin lors de la keynote. Et l'idée c'était d'avoir un peu de retour d'expérience sur justement la mise en place d'outils, des outils autour de Power BI. Et le mieux pour en parler, plutôt que d'avoir un technicien qui connaît très bien la techno et qui va vous faire des jolies démos et des trucs super, c'est de faire venir des vrais utilisateurs, des vraies entreprises qui l'ont mis en place, et puis de voir un petit peu les retours qu'on en a, et d'avoir justement des vrais retours terrain. Alors évidemment, il y a tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui fonctionne bien, mais l'idée c'est de discuter et de voir si finalement il n'y a pas eu quelques points d'attention, points de vigilance, des choses un petit peu plus complexes à mettre en place. Juste avant de faire venir le premier intervenant, bien évidemment, vous savez très bien que ce type d'événement n'existe pas si on n'a pas de sponsor. Alors, en dehors de leur faire de la pub en les mettant sur un joli slide avec leur joli logo, c'est aussi de prendre le temps d'aller les voir. Il y a toujours des choses intéressantes à aller, qu'ils soient éditeurs, constructeurs, sociétés de services. Allez les voir, allez leur demander ce qu'ils ont à proposer, parce que forcément, s'ils sont là, c'est qu'ils sont, comme vous, passionnés par SQL Server et par tout le monde de la data. Donc forcément, les éditeurs vont vous proposer des outils pour améliorer votre expérience avec SQL Server. Les intégrateurs vont vous aider avec leur expertise, et les constructeurs vont vous apporter du matériel qui potentiellement peuvent améliorer. Donc c'est important, allez sur leur stand, il y a des choses à gagner, il y a des goodies, il y a des jeux concours. Donc allez les voir, faites-leur plaisir pour qu'ils continuent à financer ce type d'événement. Dernier point, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est là, non pas pour nos sponsors, mais pour principalement les speakers, mais aussi l'organisation de l'événement, c'est d'avoir l'évaluation des sessions. Donc c'est important parce que ça nous permet de savoir si les sessions sont nulles, si les sujets sont bien, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, si un speaker est bon, si un speaker doit s'améliorer. Donc l'idée, c'est qu'il nous faut ce retour-là parce que forcément, on ne peut pas tout superviser quand on a 40 sessions. Donc c'est simple, hein, on a essayé de faire au plus simple, c'est gus.pro, ça c'est notre site web, /JSS, vous avez une page sur laquelle il va y avoir les évaluations. C'est super rapide, c'est la session, est-ce que le speaker a été bien, est-ce que le contenu a été bien. Votre email, ça c'est pour gagner des cadeaux, parce qu'on va faire des tirages au sort, pour faire gagner des vouchers Amazon et différents goodies. J'ai plus la liste en tête. Je vais demander à Christopher Maneux de venir et de se présenter. Donc c'est notre premier intervenant. La société, je pense que vous devez tous la connaître, mais bon, je pense qu'il va refaire un petit peu le pitch sur ça, mais il va surtout se présenter et son rôle chez Deezer. Bonjour Christopher. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Donc je m'appelle Christopher Maneux, je suis développeur au sein de l'équipe Windows chez Deezer. Donc mon principal métier, c'est pas du tout la data. Je suis développeur mobile et MVP sur ces sujets-là. En deux mots, Deezer, c'est un site de musique à la demande. Vous allez sur deezer.com, vous téléchargez une de nos applications, vous avez accès aux radios gratuitement. Et si vous payez à peu près 10 € par mois dans la plupart des pays, vous avez accès à toute la musique, à 35 millions de titres. Et à l'écoute illimitée, le téléchargement en haute qualité, etc. Et c'est dans le cadre de l'application Windows 8, Windows Phone qu'on a travaillé sur Power BI. Et voilà, parce que tu n'es pas du tout développeur BI, donc ce n'est pas ton créneau. Donc pourquoi tu as utilisé, enfin quel a été le besoin qui a conduit à utiliser Power BI ? Alors, comme je vous ai expliqué, je travaille dans l'équipe Windows, mais en fait, on a des équipes cross-platform où on travaille sur des sujets qui nous touchent tous, notamment la qualité de l'application ou la performance. Et dans ce cadre-là, on avait beaucoup de remontées des utilisateurs qui nous indiquaient, ben voilà, j'ai pas téléchargé une musique sur mon téléphone, je veux juste l'écouter en streaming. Donc je clique sur Play. Et là, il ne se passe rien dans l'application, ma musique ne se lance pas, et pourtant, si je regarde mon téléphone, j'ai 4 barres, 3G, 4 barres, 4G, et j'arrive pas à lancer ma musique. Donc le problème de départ, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a essayé de reproduire ce problème-là dans des conditions de test. Donc conditions de test, ça veut dire dans notre cuisine, en mettant le téléphone dans le micro-ondes, sans l'allumer, hein, mais le fait de mettre le téléphone dans le micro-ondes, ça coupe toutes les connexions réseau, ou on en a dans le parking. Et en fait, à chaque fois, tant qu'on avait du réseau, on n'arrivait pas à reproduire cette remontée d'utilisateurs. Donc on avait vraiment beaucoup d'utilisateurs qui nous remontaient ce problème-là, mais dans nos scénarios de tests classiques, aucun moyen de reproduire ce phénomène. Donc un besoin simple,
améliorer la qualité, essayer de comprendre ce qui se passe. J'imagine que des datas, vous devez en avoir quelques-unes sur ça, mais donc quelle a été la démarche qui a conduit finalement à répondre à cette question, à analyser ces données pour répondre à la question? Donc, le constat qu'on a fait, c'est qu'on ne pouvait pas reproduire ce problème-là, donc il fallait l'observer in situ. On a eu la chance en fait, d'avoir des employés de Deezer qui, sur leur trajet de métro tous les jours, avaient le problème quand ils arrivaient à une certaine station. Donc eux arrivaient à le reproduire, pas nous. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de développer une petite application toute simple qui va en fait faire des requêtes réseau toutes les secondes et puis mesurer un certain nombre d'informations sur cette requête réseau, le temps qu'on a pour avoir la réponse, etc. On l'a déployé sur des téléphones des employés Deezer et on leur a demandé de jouer ce scénario-là en fait, le plus possible dans leur trajet quotidien pendant un certain temps pour récupérer des informations de télémétrie. Il faut savoir qu'on a déjà beaucoup de données de télémétrie. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on a à peu près 200 gigas de logs techniques nouveaux par jour. On a un storage global qui dépasse le pétaoctet et pourtant on n'a pas ces données-là. Les données simplement des clients sur les requêtes réseau, ça fait beaucoup trop de données à imposer à nos utilisateurs d'envoyer depuis leur forfait. Donc on ne le fait pas dans l'application Deezer elle-même, on l'a fait vraiment dans une application à part pour récupérer ces informations-là. Parce que donc c'est des nouvelles données qu'il a fallu récupérer et stocker quelque part sans pour autant révolutionner l'ensemble de la plateforme technique de Deezer. Donc pour ça, il y a eu une démarche particulière qui a été mise en place? Voilà, tout à fait. Ce projet-là, on ne pouvait pas le mettre dans l'application Deezer pour les raisons que je vous ai évoquées, c'est-à-dire pas consommer votre forfait de données pour rien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que même si on a une plateforme technique pour gérer nos données avec plein de choses, et notamment du Hadoop, des bases de données NoSQL, etc., c'était compliqué d'imposer en fait cette télémétrie-là sur notre architecture actuelle, parce qu'on savait que c'était un projet qui allait durer que 15 jours, 3 semaines. On faisait une analyse, on faisait une petite expérimentation, et puis après, c'était entre guillemets détruit, on ne le mettait pas dans le produit. Donc pour arriver à faire ça avec le moindre coût, ce qu'on a décidé, c'est que tout simplement, les données de cette petite application de télémétrie seraient directement envoyées du téléphone vers un blob JSON dans Azure. Donc ça ne touche pas du tout à notre infrastructure. Comme on a des données JSON relativement simples, ça nous coûte quasiment rien. On a généré en tout, sur 3 semaines d'expérimentation, on a généré à peu près 10 gigas de log. Donc ça nous a quasiment rien coûté dans Azure. Ça n'a pas touché à notre infrastructure. On est loin, à 10 gigas, on se dit on est loin du big data. En plus, comme tu dis, c'est une expérimentation, donc forcément, on n'a pas des volumes. Néanmoins, le choix finalement de choisir quelque chose qui était dans le cloud, donc comme Azure Blob Storage, permet justement, demain, si vous voulez l'industrialiser, d'avoir justement cette élasticité ou c'est quelque chose qui n'est peut-être pas en réflexion Alors, on en parlera peut-être à la conclusion. Effectivement, ce projet-là a continué de vivre et aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu plus d'industrialisation. Pour des choix techniques qui seraient un petit peu trop longs à expliquer, l'infrastructure de Deezer n'est absolument pas dans le cloud. Mais par contre, ce genre d'expérimentation, on les pousse justement dans le cloud pour ne pas avoir à gérer tout le capacity planning qu'on pourrait avoir sur ce projet-là. On les déploie, on regarde ce que ça donne, et puis si ça nous intéresse, on les intègre au produit différemment. Par contre, toutes les technologies qu'on utilise et l'architecture globale, elle est réutilisée sans problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie sur un blob storage, mais demain, on peut envoyer ailleurs. Dans l'expérience, on a expérimenté, on a traité nos résultats avec Power BI. Demain, on les traitera sur un plus gros volume dans Hadoop. Et on pourrait faire l'expérimentation dans Azure aussi avant de passer sur notre Hadoop interne. Ok. Donc justement, tu viens de dire Power BI. Donc finalement, est-ce que c'est le choix, par exemple, d'un blob storage a été induit par le fait de choisir Power BI pour tout ce qui est restitution, ou finalement, est-ce que les deux ne sont pas liés et Power BI était juste l'outil qui permettait d'exploiter ces données-là? Le choix de Power BI, il est venu comment? En fait, le choix de Power BI, il est venu d'un besoin simple. J'avais plein de fichiers au format JSON et je devais les agréger, effectuer des mesures. On parlera tout à l'heure des cartes. On s'est posé la question de savoir si la géolocalisation avait un impact sur le réseau. Mais ça, c'est des choses qui sont incluses dans Power BI. Pour la petite histoire, je ne savais pas du tout à la base, quand j'ai commencé à utiliser le produit, qu'on pouvait directement le connecter à un blob storage. Ce que j'ai fait les premières semaines, c'est que j'avais un Azure Explorer, j'ouvrais, je copiais les fichiers en local et puis je les ouvrais dans Excel. Puis un jour, on m'a montré que c'était directement accessible dans Excel et ça
ça a un peu révolutionné ma vie. J'ai plus à télécharger des fichiers à la main. Donc c'était pas le choix de Azure vs Power BI n'était pas là. C'est juste une facilité et en fait il peut se connecter à toutes nos sources de données, puisqu'on a des sources de données dans Hadoop, on a des fichiers plats. Donc en fait Power BI pourrait se connecter à toutes les sources de données dont on avait besoin pour cette expérimentation. D'accord, donc là ça faisait sens finalement d'utiliser un outil comme Excel ou comme Power Query pour se connecter directement sur votre blob storage. Alors, l'idée c'est, je me disais, donc tu m'as envoyé ton classeur récemment, et donc forcément moi j'ai la vision peut-être un peu plus technique, donc on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu. Alors c'est pas Suite Prod, c'est ça hein? Non, c'est pas Suite Prod. C'est pas Suite Prod, mais bon, l'idée c'était de vous montrer un petit peu ce qui est fait. D'ailleurs j'aurais pu l'ouvrir. J'aurais pu préparer quand même le fichier. On est là. On va prendre l'euro, hein, celui qui fait 60 mégas. Forcément, avec cette taille de classeur, Excel rame un petit peu. C'est combien de lignes sur ce classeur? Donc le classeur fait 60 mégas. Hein. Je pense que vous devez le voir. Alors je ne sais plus, je crois qu'il fait 350 000 lignes. Mais je sais que sur un autre... 375 000 lignes. Voilà. Donc là, on a une période de combien de temps en fait sur ça? Alors en temps, je ne saurais pas te dire, puisqu'en fait, on a une ligne, c'est une requête réseau. Donc à chaque fois que la petite application de test a fait une requête réseau, on a une ligne JSON qui contient diverses données. On en reparlera peut-être, mais on a fait évoluer notre schéma au fur et à mesure des données qu'on recevait. Donc ça doit être l'expérimentation sur 2 ou 3 jours à peu près. Alors moi je suis curieux, hein, donc je vais faire en mode consultant qui vient vérifier le boulot. Alors sans souris, je pense que Excel ne m'a toujours pas rendu la main. Voilà. Donc la source, donc là on a le résultat, donc évidemment c'est toutes les données de log. On voit des choses intéressantes. Alors, comme je ne connais pas forcément le métier, j'ai vu Android passer, on a tout un tas de variables qui peuvent être le téléphone, l'opérateur, la géolocalisation aussi, tu en parlais tout à l'heure. Et donc ça, les sources par contre, on a, alors ça sera mieux avec, c'est l'interlude musical, un petit coup de zoom it, on est bon. Donc la source ici, alors zoom it ne marche pas très bien en mode, non il faut une souris en fait. Hop. Ok, bon, on va oublier zoom it. Ici, oh, ça se voit assez. Donc Azure Storage.blobs, donc là en fait tu fais juste que te connecter à ton storage account. Donc il n'y a que ça à faire. Il y a juste à rentrer le nom du storage account et la clé d'accès. Et la clé d'accès, alors évidemment, je l'ai déjà rentré avant pour éviter de la copier-coller pendant la démo. C'est-à-dire que finalement, tu m'aurais pas donné la clé d'accès, j'aurais pas pu accéder aux données directement ici. Donc l'idée, c'est on va naviguer sur tous les fichiers. Donc là, on voit tous les fichiers qui se trouvent sur le storage. Ici, sur Network Blogs. C'est d'ailleurs, si tu vois, on a fait un filtre sur le name, là, ici. Ce qui est bien, en fait, c'est que notre système de fichiers est vu comme une table. Donc, dans notre bulk storage, on a des dossiers et des fichiers. Et puis, en fait, on peut directement faire une sélection sur le nom du fichier, par exemple, ou sur le chemin, directement depuis Power Query. D'accord, il y a même, oui, c'est ça, on est sur le mois de septembre. Et ensuite, à la fin, tu nous parlais de JSON. Et l'avantage, c'est qu'en effet, le choix de l'outil te permet d'exploiter directement le JSON. Je pense que si vous étiez à la démo ce matin, Franck a fait la démonstration d'utilisation, donc je ne vais pas refaire la démonstration, mais l'idée c'est qu'on déplie, on récupère finalement, on met à plat, on normalise quelque chose qui n'est pas structuré à la base comme le JSON. Alors moi j'ai une petite remarque quand même, c'est que le nom des colonnes, hein, data.sessiontype, data.geo.latitude, bon, c'est pas très user-friendly. Alors après, évidemment, toi, tu es développeur, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as pas besoin d'aller là. Et puis, je rappelle, c'est évidemment pas le modèle, pas le modèle final.
Donc, et finalement, cette partie-là, on va revenir un petit peu dans le... Hop, perdu. On était là. Hop. Cette partie-là avec Power Query, ça a pris combien de temps? Ça a été, quelle a été la complexité au final? Pour toi qui n'étais pas développeur BI et qui ne connaissait pas Power Query. Parce que là, on voit le résultat final, c'est facile, on voit ça, mais... En fait, c'est allé assez vite. Donc moi, j'ai découvert Power Query en tant qu'utilisateur avec ce petit projet-là. Et en une matinée, j'avais à la fois ma petite application de test qui était développée et mes premières données qui étaient ouvertes dans Power Query. Après, on a mis à peu près 15 jours en fait, à affiner notre modèle. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, on n'avait pas enregistré l'opérateur téléphonique dans le JSON. Puis on s'est aperçu qu'il y avait de vraies différences entre les opérateurs téléphoniques. Donc c'est quelque chose qu'on a ajouté. Puis ensuite, on a fait la même chose, mais avec une application Android, pour voir s'il y avait des différences entre les systèmes d'exploitation. Et donc là, c'est pareil, on a fait évoluer notre modèle en fait au fur et à mesure de nos expérimentations et des données qu'on recevait. Donc ça s'est étalé sur un certain moment, mais en moins d'une demi-journée, j'avais ma première analyse dans Power Query qui était faite. Sans formation, sans. Alors après, je suis technique. On verra peut-être après un retour d'expérience utilisateur final. Mais, ce qui est intéressant dans le retour que tu fais, c'est ce côté un peu itératif de la démarche. Donc tu dis, il nous manquait l'opérateur, on l'a juste rajouté. Alors on voit que l'échelle de temps, tout de suite, on est sur l'ordre, alors peut-être pas de l'heure quand même, mais de la journée. Donc finalement, on fait une évolution très très rapidement. Alors à l'heure où on parle de BI agile, au final, là c'était de l'ultra-agilité, puisqu'en fait, au fur et à mesure, le JSON le permet. Des outils comme Azure Blob Storage et le JSON permettent d'avoir quelque chose qui n'est pas lié à un schéma. Mais tu ne repartais pas de zéro sur Power Query quand on rajoutait une colonne. Non, j'avais juste dans mon étape en fait, à mettre à jour la liste des champs ou à rajouter une étape. On avait des petits soucis au début d'expérimentation avec les champs nuls. Puisque quand on voulait étendre en fait une propriété JSON qui était nulle dans certains fichiers, ça ne fonctionnait pas. Il fallait avoir un petit hack. La dernière version ou l'une des dernières versions de Power Query le gère nativement. Donc même ça, en fait, aujourd'hui, c'est extrêmement facile. Alors, quand tu parles d'un petit hack, c'est quelque chose qui est quand même à la portée de la fameuse Madame Michu. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait intervenir, mais de n'importe quel utilisateur où là, pour le coup, le code a été un petit peu compliqué pour faire ce contournement. J'ai pas le souvenir en tête, mais ça m'a pas paru très compliqué sur le moment. Je crois en fait que j'ai juste remplacé on a utilisé beaucoup la méthode des replace value pour remplacer en fait la valeur d'un champ par autre chose pour faire du mapping. Notamment parce qu'entre Android et Windows Phone, les propriétés système sont pas les mêmes. Il me semble que j'avais utilisé cette technique-là aussi pour remplacer nul par un objet réel, mais avec toutes les propriétés qui étaient à nul. Si je me souviens, c'était ça le hack. D'accord, mais de toute façon, maintenant, c'est quelque chose qui est intégré au produit et qui la gestion des erreurs est grandement améliorée, puisque, comme on le disait ce matin, Power Query est quand même mis à jour tous les mois, et à chaque fois, il y a forcément des éléments qui sont améliorés. Alors, donc, au final, tu récupères tes données. Donc là, on a vu un petit exemple avec presque 400 000 lignes. On a les différentes colonnes. Donc après, l'idée, c'est tu as endossé finalement un rôle de data analyst, puisqu'il faut creuser dans ces données pour essayer justement de répondre aux questions. Donc ça a été quoi l'outil? Ça a été, tu parlais de géolocalisation, mais est-ce que tu as utilisé un tableau croisé dynamique, des graphes, Power View, parmi ces outils, finalement, quand on a le tableau qu'on a pu voir tout à l'heure, quand on a ce tableau de données, comment après on cherche un petit peu là-dedans? Alors on a utilisé plusieurs choses. On a utilisé Power Query pour créer de nouvelles métriques, notamment des ratios, puisque c'est quelque chose qui n'était pas contenu dans le fichier JSON de départ. On a fait quelques courbes, mais c'était plus pour avoir une répartition et essayer de détecter des groupes de données qui étaient similaires. Et on a utilisé Power Map pour voir si la géolocalisation avait un impact en fait, sur les données. D'accord, donc ça c'était pour par exemple suivre et comprendre ce qui se passait à telle station de métro, voir s'il y avait finalement une sorte de warp zone à cet endroit-là. On peut peut-être regarder, on a un exemple de Power Map sur les données qu'on a ici. Est-ce que tu veux manipuler? Ok. Donc en fait, on a fait la mesure,
on a intégré dans l'une des versions de notre petit outil de test la géolocalisation. Et pareil, on a demandé aux gens de voyager en métro, de voyager en bus. On a un collègue qui habite un petit peu loin, qui prend le train tous les jours, donc on a quelques points qui sont en dehors de Paris. Ce qu'il y a de bien avec PowerMap, c'est que non seulement on a un résultat assez rapide au sein d'un contrôle de cartographie. Donc ici, on a la répartition par opérateur téléphonique de la latence. Donc plus la barre est haute, plus on a mis du temps à télécharger notre fichier. Et en fait, on s'est aperçu après nos analyses que pour nous, la relation entre la qualité du réseau et la géographie n'était pas quelque chose d'important. Effectivement, il y a des zones dans lesquelles on a le moins de réseau que d'autres, mais ce n'est pas la métrique qui importe. On ne va pas s'en servir. On ne va pas essayer de déterminer à partir d'une position GPS est-ce qu'il faut qu'on change notre code pour télécharger un fichier différent ou un fichier de qualité différente. Et ça, on a réussi à s'en apercevoir grâce à PowerMap, puisque en quelques clics, on a récupéré nos données JSON et on les a affichées dans une carte sans avoir besoin d'utiliser une librairie externe du type D3.js, sans se connecter à un serveur de cartographie. On n'a pas eu à faire ça. On a juste chargé nos données dans PowerMap, on les a regardées et on est arrivé à cette conclusion-là sans faire en fait beaucoup d'efforts pour avoir cette vision-là et avoir cette conclusion-là. Hop, on est bon. Donc, si je reprends un petit peu sur ce point PowerMap, la première question initiale était d'essayer de trouver justement, au point de vue de la qualité du réseau et des informations que vous renvoyez le téléphone, de regarder s'il y avait une corrélation finalement avec la géographie, avec le métro, avec une ligne de métro, avec une zone dans Paris, en France, dans les bois ou autre chose. Et finalement, la réponse est qu'il n'y a aucune corrélation. Donc ça, c'est le... Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, la conclusion finale qui est pourquoi nos utilisateurs voient 4G et 4 barres dans leur téléphone et l'application ne peut pas lancer de la musique en streaming, c'est pas tellement lié à la géographie, mais c'est plus lié à la qualité du réseau à travers le temps. Ça, c'est un premier facteur, notamment dans le métro où on a des coupures qui sont régulières et en fait, le téléphone met du temps avant de se raccrocher à une antenne. Et la deuxième conclusion qu'on a pu déterminer avec ça, et c'est valable pour Windows Phone mais aussi pour Android, c'est que en fait, nos systèmes d'exploitation mobile nous mentent. Ils nous disent qu'on a du réseau, ils nous disent qu'on a de la 4G, mais en fait, la seule chose que ça indique, c'est pas qu'on a une connexion Internet, c'est qu'on est rattaché à une antenne. Et ça veut pas dire qu'on peut télécharger effectivement des données entre l'antenne et notre téléphone. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Et effectivement, on a pu arriver à ça assez rapidement, sans investir beaucoup de temps côté analyse des données, puisqu'en fait tout est fourni par Power BI. On n'a pas de logiciel spécifique à développer, et puis l'application cliente, elle, c'est quasiment rien de développer. Enfin, n'importe quel développeur mobile peut faire une petite application qui, quand on appuie sur un bouton, télécharge un fichier et envoie tout ça au format JSON. Oui, donc voilà. Le fait, c'est que la réponse à la question, finalement, c'est ce côté-là un petit peu échec, puisque finalement, il y a la déception de dire que finalement, regarder les données sur une carte, ça n'apporte pas de plus-value, parce qu'en fait, le problème est ailleurs. Mais mine de rien, il y a deux aspects, moi, que je vois dans tout ça. C'est que le fait de l'avoir fait de façon très agile et très rapidement, c'est que finalement, vous êtes arrivé à cette conclusion sans que ça coûte un projet qui va durer 6 mois, 1 an, pour s'apercevoir au final que la carto n'avait pas de sens sur cette question-là. Mais le deuxième point, mine de rien, c'est que ça a quand même permis de répondre à la question, puisque ça vous a permis de refaire un focus sur la vraie problématique. Donc finalement, l'aspect analyse, l'aspect BI, parce qu'au final, notre boulot en analysant les données, c'est de répondre à la question. La question a eu sa réponse. C'est que le problème ne vient pas de la géoloc, mais le problème vient, ce que tu disais, au niveau des opérateurs, au niveau des OS, au niveau des informations qui sont données par le téléphone. Tout à fait. La suite de tout ça, parce que, ok, donc j'imagine que PowerMap, en dehors d'avoir quelque chose de joli, on voit les utilisateurs et la latence, donc ça n'apporte pas de plus-value pour vous, concrètement, pour améliorer la qualité du réseau. Mais Power BI chez Deezer, finalement, est-ce qu'il y a une suite, ça va continuer ça... Alors, il y a deux parties de la réponse à cette question. La première, c'est que ce projet-là, en fait, on va maintenant le passer
en phase un petit peu plus industrialisée. Ça veut dire que maintenant, on connaît les métriques que l'on doit observer chez nos utilisateurs et que l'on doit surveiller dans nos applications. Donc on va implémenter ça dans les prochaines versions des applications mobiles, sauf qu'on enverra des données directement agrégées, tout simplement pour ne pas utiliser toutes vos données et envoyer des dizaines de mégas de logs, mais juste envoyer des logs concis déjà pré-agrégés. Oui, là, le problème, ce n'est pas le stockage sur vos systèmes ou sur le cloud, c'est préserver la bande passante des utilisateurs. Exactement. D'accord. Il y a encore plein de pays où ils payent au giga, voire au méga de téléchargement ou d'envoi mobile, donc c'est important pour nous d'économiser cette bande passante. Et le retour de l'analyse, bon, on le fera peut-être avec Power BI, on n'a pas encore étudié la question. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, en parallèle de cette expérimentation côté technique, on a notre service comptabilité qui lui aussi a déployé Power BI. Donc là, sans notre support côté technique. Ils ont déployé ça et ils l'utilisent aujourd'hui. Quasiment toute l'équipe comptable se partage des documents. D'accord. Okay. Il y a 2 services chez Deezer qui finalement sont mis à utiliser Power BI sans qu'il y ait de stratégie ou d'impulsion de dire il faut utiliser Power BI pour faire ça. C'est que vraiment ils ont trouvé les outils, ils ont trouvé que ça apportait de la plus-value et donc ton service et la comptabilité. Et voilà. C'est l'outil qui a été choisi par 2 branches de la société parce qu'il répondait à nos problématiques sans que ça soit une stratégie voulue ou imposée aux utilisateurs. C'est les utilisateurs qui ont décidé que c'était l'outil qu'il leur fallait. D'accord. Donc, merci Christopher pour ce retour. On prendra des questions, mais à la fin, on va évidemment accueillir maintenant nos amis de chez Sarenza. On prendra quelques questions tout à l'heure. Si vous en avez pour Christopher, on les prendra en fin de session. Et évidemment, vous pourrez discuter avec eux après si vous voulez avoir plus de réponses sur leur mise en œuvre, sur d'autres galères ou des points techniques. Les démos étaient très courtes, mais l'idée, c'était de plutôt prendre les éléments. Alors, Thomas et Elisa, je vais vous laisser vous présenter. Je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Sarenza, quoique la population est peut-être des gens qui sont des professionnels de la donnée sont peut-être moins clients de chez Sarenza, mais je vous laisse vous présenter déjà vous et puis aussi, pourquoi pas, un petit mot sur Sarenza. Allô, oui. Alors moi je me présente, je m'appelle Thomas Rigbourg, donc je suis développeur BI à Sarenza. Alors qu'est-ce que Sarenza ? Alors, je vais laisser Lisa vous expliquer tout ça. Donc Sarenza, c'est un pure player de vente en ligne de chaussures. On est présent dans toute l'Europe. On est environ une équipe de 40 informaticiens donc basés à Opéra à Paris. Et notre objectif donc, chez Sarenza, c'est de vendre des chaussures. Donc on est vraiment spécialiste de ce produit dans toute l'Europe. Et justement, le projet Power BI arrive justement à point nommé, puisqu'en fait, on est en plein développement donc, en Europe. Et en fait, on a besoin d'énormément de data pour faire les bons choix, pour justement nous conforter dans nos choix de notre développement à l'international. D'accord. Alors, ce projet, justement, comment il est né, comment il a démarré ? Parce qu'on voit bien, on a des données, Power BI, visiblement, on l'a vu avec Deezer, ça permet de très rapidement analyser, avoir les éléments. Mais vous, votre projet, comment Power BI est arrivé dans l'entreprise ? Alors, il faut savoir déjà que chez Sarenza, on fait de l'e-commerce, donc on fait des ventes spécialisées en chaussures sur Internet, donc ça nous fait beaucoup de données à gérer. Donc à Sarenza, tout va bien. On a quoi ? On a un bon data warehouse, on a un cube, on a une centaine de rapports qui tournent. C'est bien. Mais le projet a été initié par la DSI, comme quoi, enfin, on a 2 constats, c'est qu'on passe beaucoup de temps à répondre à certaines demandes. Donc notre dataware, il tourne bien, on a beaucoup de rapports, mais ça n'empêche pas aux utilisateurs de revenir vers l'équipe BI pour demander des extracts, des extractions un peu spécifiques en fonction des opérations, etc., etc. Donc nous, on a voulu faire quoi ? On a voulu un peu dégager ce temps pour l'équipe BI, donc réduire les demandes. Et ça passe par quoi ? Ça passe par l'autonomie des utilisateurs. Donc la self-service BI. C'est ça. Donc l'idée trottait dans la tête de notre responsable BI au mois de février. L'idée était là. Et puis le deuxième objectif, et l'objectif plutôt côté métier, c'est de dire, voilà, à Sarenza, on fait de la BI, on fait du reporting, mais on veut faire beaucoup plus d'analytique. Donc avoir aussi des outils qui va vraiment aider les analystes à faire leur boulot au quotidien. Donc l'idée en février, à partir d'avril-mai, on a benchmarké quelques solutions, donc Power BI et d'autres solutions. Donc on a fait un petit projet pilote entre-temps. En juin, on a eu une validation, donc on a présenté ce projet à l'ensemble du CODIR. Ça a été validé dans le mois de juin à peu près.
Et à partir de là, on a continué un peu sur la phase pilote pour préparer un peu les étapes à venir et on s'est rendu compte qu'il fallait de la formation. Donc tout a démarré, on va dire, en août 2014. Alors, je fais juste une petite remarque sur ce que tu viens de dire, Thomas, parce que malheureusement, il y a encore plein de DSI, voire même de direction métier, qui pensent que finalement, donner de l'autonomie aux utilisateurs, ça va, on va licencier donc des gens qui font des rapports et on va réduire la BI. Non, au final, votre retour d'expérience, c'est bien qu'on en fait plus, on est plus rapide et on fait plus de choses pour les utilisateurs. C'est tout à fait ça. En fait, on a une capacité d'analytique à Sarenza qui est quand même très importante. On a des gens qui manipulent très très bien le cube, qui font eux-mêmes ils crunchent des datas, donc ils s'amusent à créer leur propre analyse. Donc Power BI, c'est vraiment le plus, on va dire, pour passer à une étape, la next step en fait, qui est vraiment le monde analytique propre, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, rentrons directement. Donc dès l'instant où vous avez commencé à démarrer finalement ce projet, donc entre la validation et la première formation, finalement, quel a été le point de départ? C'est quoi le point d'entrée finalement qu'il y a eu, la première chose à faire? Alors la première chose à faire, côté technique, donc je suis mieux placé pour parler de technique que Lisa, donc c'est mon boulot, donc voilà, ça me va bien. Donc côté technique, alors déjà déployer Excel 2013 sur la population d'utilisateurs qu'on a identifiés, on parlera un peu de ça juste après. Techniquement, c'est quoi? Donc une fois ça déployé, donc c'est assez rapide, parce qu'on avait déjà les licences. Ce qu'on a fait, c'est que voilà, les datas, comment on libère la donnée, comment on met à disposition la donnée aux utilisateurs. Donc on a la chance chez Sarenza d'avoir un environnement BI dédié, c'est-à-dire qu'on a un environnement où les bases de données sources des systèmes opérationnels sont copiées. Donc on est libre de faire un peu ce qu'on veut dans cet environnement, et ce qui nous a permis de mettre en place une architecture assez simple, qui est tout simplement de mettre à disposition des vues de notre data warehouse aux utilisateurs, mais aussi des vues un peu plus opérationnelles. On n'a pas tout ramené dans le dataware, donc on gère beaucoup de domaines métiers, on n'a pas tout ramené pour l'instant, mais voilà, on est capable quand même d'aller piocher de la donnée à droite, à gauche, donc principalement de dataware bien sûr, à 90% on va dire, mais voilà, pour les 10% manquants, on va taper dans les bases opérationnelles. Et quand on s'amuse à bosser en fait avec les métiers par la suite, parce qu'on est venu les voir, chaque service, pour savoir qu'est-ce qu'ils font réellement, est-ce qu'ils utilisent le cube, est-ce qu'ils font autre chose à côté, on s'est rendu compte qu'en fait ils travaillent beaucoup avec des fichiers internes, donc ils s'échangent des fichiers de service en service. Par exemple, quand il y a des opérations qui se passent, il y a un service qui prépare un fichier pour dire voilà, on va mettre telle opération en place, un autre service va récupérer ce fichier pour les croiser avec les ventes, etc. etc. Et des fichiers externes, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc tout simplement, par exemple, les informations de visite du site et d'autres informations ne sont pas stockées directement chez Sarenza, mais chez des partenaires. Donc à partir de là, on a aussi des extracts externes qui permettent d'être recroisés avec les fichiers internes et le dataware. Donc ça fait pas mal de liens possibles, et c'est tout à fait normal que notre dataware, pour l'instant, on n'est pas capable de tout gérer. Mais grâce à Power BI, on est capable de moins de combler quelques scénarios. Et là, récemment, on a eu une petite idée, il y a quelques personnes qui se sont amusées à attaquer directement les API, donc du Google Analytics par exemple. D'accord. Juste une question sur les vues du Data Warehouse, donc c'est quelque chose qui a été créé pour le projet. Il n'y avait pas forcément de vues entre guillemets à destination des utilisateurs avant de démarrer ce projet. Pas spécialement, on a quelques vues chez nous, c'était plus côté technique ou pour simplification de récupération de données, mais là on a un peu plus fait des vues très métiers où on a globalement reproduit les données essentielles du data warehouse sous forme de vues. D'accord. Alors je vais m'adresser maintenant à Lisa, parce qu'on a vu le côté technique, donc on met des vues, donc là c'est très technique, on met des choses. Par contre, d'un point de vue utilisateur, hein, comment ça s'est passé, comment ils ont accueilli le projet, comment ça a démarré, Alors déjà, donc, on a essayé, dans la partie mise en place du projet, déjà on a essayé de cibler une équipe en particulier. Donc on est parti sur l'équipe commerce, donc, qui est en fait l'équipe internationale qui est en charge en fait, des ventes sur tous les pays. On est passé sur cette équipe-là en équipe pilote, justement parce que c'était une équipe qui était déjà très data-oriented et qui avait un besoin croissant de data, justement pour analyser les ventes, le chiffre d'affaires ou toutes les sources de trafic ou de vente. Donc du coup, on est parti sur cette équipe-là, dont je fais partie.
Et donc moi, sur ce projet-là, j'interviens plutôt en coordination entre tous les power users, justement pour mettre en place le projet et les aider dans leurs analyses. Donc dans cette équipe-là, en fait, on a identifié environ 8 power users qui sont en fait des managers qui mènent des analyses donc à chaque fois sur leur pays. Et sur ces power users-là, du coup, on les a tous formés. Et ensuite, moi, je joue plutôt le rôle de data steward, justement, pour organiser la donnée, faire remonter les problèmes, et tout ça en coordination donc avec Thomas de la BI. Alors, la première question que j'ai à propos de ce rôle de data steward, est-ce que c'est ton job principal? Est-ce que tu es arrivé dans l'équipe pour faire ça? Ou est-ce que finalement, c'est un peu le rôle qui t'est tombé dessus? Alors non, je n'ai pas changé de job. C'est juste une corde qu'on ajoute à notre arc. En fait, c'est aujourd'hui, la maîtrise de la Power BI, c'est un peu comme savoir maîtriser Excel pour résoudre des problèmes d'analyse. Là, c'est pareil. Power BI me permet en fait de faire plus d'analyses et de mener ces analyses-là. Donc c'est vraiment une corde à mon arc en plus. Mais j'avais déjà cet ADN-là dans l'équipe justement parce que j'avais pour habitude de coordonner des projets, coordonner des analyses cross-pays. Et Power BI me permet vraiment de gagner du temps et de croiser beaucoup de données sur beaucoup de pays en une seule fois. D'accord, donc si je comprends bien, l'idée c'est pas juste de prendre le plus power user des power users, mais il y a aussi quelques compétences, tu parlais d'organisation, etc., qui sont nécessaires pour toi pour justement piloter un petit peu tout ça. Oui, alors du coup c'est vrai que je pense qu'on a aussi commencé par l'équipe commerce justement parce qu'on est organisé comme ça, on est 10 pays et en transverse, je gère les projets, donc c'est vraiment pour les aider à mettre en place tout ça. Et ensuite, une fois que le modèle a été testé dans l'équipe commerce, on a commencé à l'implémenter dans les autres équipes. Donc par exemple, ensuite on a suivi donc avec l'équipe marketing dans laquelle en fait on a mis en place aussi le et par exemple parmi les différents power users, donc ils sont que 4 dans l'équipe marketing, et pareil le data steward, lui par contre il a déjà une formation plutôt ingénieur de data scientist, et du coup il est beaucoup plus à l'aise avec la donnée, et justement on lui a donné ce rôle de data steward, donc à voir aussi s'il sera à l'aise avec le rôle de coordination. D'accord, oui, je retiens le terme. Alors il y a plusieurs versions qu'on voit dans la presse spécialisée. Tu as utilisé data oriented, il y a data aware, data culture, data etc. Enfin, on a plein à chaque fois, mais ce qui est important, c'est qu'on a des gens qui sont habitués à jouer avec les données, qui ont cette notion de savoir ce que c'est une ligne, une colonne, et voir un petit peu plus, s'il y a besoin. Alors, justement, on sait très bien que tous les utilisateurs n'ont pas forcément cette fibre. Tout à l'heure, vous avez parlé de formation des utilisateurs. Comment ça a été organisé parce que j'imagine que parmi tous les power users, ils n'ont pas tous le même niveau en Excel, en data, en Power BI. Donc, comment ça a fonctionné? Alors, c'était très très compliqué. Non, je plaisante, c'était assez simple. Donc, on a déjà repéré globalement les services qui vont faire la formation. Donc, typiquement, on a eu 5 services. Donc, si je me rappelle bien, on a eu le commerce, donc, qui est à peu près une dizaine de personnes, on va dire. Le marketing, le DAF et quoi d'autre, les achats et la logistique. Donc pas mal de domaines différents avec, on va dire, chaque service possède en fait son environnement de données. Donc on a avant chaque formation, donc on n'a pas pris tout le monde d'un coup. On a fait service par service, on a déployé. Donc la dernière s'est terminée il y a quelques jours, donc en décembre, en fin novembre. Avant de commencer chaque formation, on est venu voir chaque service pour voir un peu comment ils travaillaient, donc qu'est-ce qu'ils utilisaient comme données du cube la plupart du temps. Donc selon les services, certains tapent quasiment toutes les dimensions et toutes les mesures, d'autres services utilisent uniquement quelques dimensions, quelques mesures. Donc on s'est dit tiens, on va commencer à faire des petites vues en fonction de chaque équipe. Et dans la formation, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place en fait des cas pratiques sur des futures analyses qu'ils allaient faire d'ici peu. Donc on s'était dit, voilà, tu as une problématique d'analyse qui va arriver d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans la formation, incorporer les données de Sarenza directement et non pas prendre des exemples et puis faire fonctionner les outils sans pouvoir avoir une valeur ajoutée à la fin. Donc chaque personne qui a suivi cette formation ont en tête déjà des scénarios possibles. Donc ils ont vu que c'était possible de faire, voilà, si je veux faire telle analyse pour voir mes ventes en fonction de tel pays, en fonction de telle opération ou en fonction de tel transporteur qu'on a utilisé, ils sont capables d'avoir des premiers retours et de dire ouais, c'est possible. Et grâce à cette formation un peu, on va dire, dédiée,
on a pu vraiment débloquer certains scénarios et on pense d'ici début 2015, ça va commencer à proliférer, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les gens sont plus près de leurs données, donc plus simple à comprendre ce que fait l'outil. D'accord. Le point que je retiens, c'est que finalement, c'était tel que tu le décris, ça ressemble plus à des ateliers plutôt qu'une réelle formation au sens où je me mets et puis j'écoute le formateur qui va me parler pendant toute une journée, voire 2 jours, puisqu'ils sont avec leurs propres données. Est-ce que ça a été le retour que vous avez eu? C'est ce qu'on a essayé de mettre en place. C'est vraiment des ateliers spécialisés, plus orientés métiers vers des analyses quasiment concrètes. On a même essayé de reproduire pour certains services en fait, des dashboards qu'ils avaient fait en Excel, qui se sont amusés à croiser les données du cube et faire eux-mêmes leurs analyses pour créer un dashboard qui regardent tous les jours. Et on s'est amusé, je me suis amusé au début à récupérer leurs fichiers, de dire attendez, tout ça on les a dans le dataware, ça on peut récupérer ça d'une certaine manière. Donc on a essayé de reproduire leur dashboard et on leur a montré que ça a mis un peu de temps parce qu'ils apprenaient les outils, mais ils ont vu que c'était capable de reproduire au moins un bout de leur dashboard. Donc ils sont plutôt contents et ce qui est intéressant à voir, c'est mon point de vue maintenant, donc c'est qu'en fonction de chaque service, vous avez des préférences. Le commerce, ils adorent Power Pivot, ils aiment un peu moins Power Map, Power View, pourquoi pas. Mais d'autres services comme la logistique ou le marketing sont très friands de ça, donc ils ont vraiment des points de vue différents. Donc c'est ça qui est pas mal on peut voir différentes populations, que l'interaction avec les outils change et qu'à partir de là, en fait, chacun trouve en fait sa préférence et les idées divergent en fait. Les idées et les sentiments sont différents. C'est ce que je retiens en tout cas moi personnellement. Alors moi je suis pas trop d'accord parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir passé 2 jours de formation avec des slides et des définitions au début. Donc c'est vrai que là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a quand même une partie, faut quand même se le visualiser Power BI et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec justement dans le rapatriement des données, dans le croisement des données. Et justement il y a toute une partie un peu théorique au début où on va nous expliquer d'où ça vient, quel va être le rôle de la BI, quel va être le rôle du métier, et surtout en fait quand on a l'outil de Power BI dans les mains, c'est juste qu'on est acteur de notre donnée et ensuite c'est vraiment à nous d'aller inventer nos prochaines analyses. Donc là où je suis pas trop d'accord, c'est effectivement il y a quand même une partie théorique où il faut bien s'approprier l'outil, et c'est qu'une fois sorti de la formation qu'on va vraiment commencer à imaginer nos reporting, commencer à aller cruncher la donnée, et voilà. Donc pour moi ça s'est vraiment fait en 2 temps. D'accord, donc on garde bien quand même une partie apprentissage de l'outil et puis le fameux vernis dont on parlait tout à l'heure, le data oriented, c'est important de mettre tout le monde à niveau pour faire ça. Il y avait des réelles disparités de niveau entre vos utilisateurs ou Alors, au sein des utilisateurs, on va dire que globalement, c'était des gros utilisateurs du cube, donc c'est comme ça qu'ils ont été sélectionnés. Maintenant, on va dire que le parcours, il a été différent selon les utilisateurs. Il y a la courbe d'apprentissage en fait de Power BI est très très raide. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence à l'utiliser, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut se former, tout particulièrement, par exemple, la granularité de la donnée. Autant quand on est dans un système cube fermé, on a beau être très analytique, en fait, on fera jamais d'erreur parce qu'on va forcément croiser des données qui ont du sens et qui ont été préparées par la BI. Autant quand on utilise Power BI, il faut faire attention parce que du coup on peut croiser des données avec des granularités différentes et faire des faux sens. Donc la première difficulté, ça a été vraiment la courbe d'apprentissage et le côté oui, on peut croiser n'importe quelle donnée avec Power BI. La deuxième difficulté, c'est le temps passé, parce que justement, étant donné qu'il y a un fort apprentissage au début, on n'a pas forcément tous le même temps dédié à cet outil. Néanmoins, je pense que ceux qui ont fait l'effort d'aller justement se former à Power BI ensuite gagnent du temps par la suite. Et ensuite, je dirais que un autre point qui est un axe de difficulté, c'est justement le langage du DAX, qui pour ma part, autant je connais les formules Excel, autant le DAX, je croyais que c'était une ville du Sud-Ouest, mais non. Du coup, ça a été un nouveau langage et du coup, il faut vraiment apprendre les différentes associations que l'on peut faire. Mais le DAX reste très logique et à partir du moment où on maîtrise bien les formules Excel, ça se transpose assez facilement.
D'accord. Et donc, est-ce que pour contrebalancer, donc, si je retiens les feedbacks plutôt, alors, je ne vais pas dire négatifs, mais les points d'attention qu'il y a pu avoir chez vous, c'est forcément la gestion des notions qui sont liées aux data, donc par exemple la granularité. C'est vrai que quand on est spécialiste BI, la granularité, on sait exactement ce que c'est, on l'a appris, c'est écrit dans les bouquins. Par contre, quand on est responsable marketing, j'imagine que quand on nous pose la question, est-ce que tu as la bonne granularité, je pense que ça va pas. Donc, la granularité et le temps, pas suffisamment de temps pour plonger justement là-dedans. Est-ce que justement les contre-mesures qu'il y a pu faire, est-ce que par exemple vous prévoyez une nouvelle session de formation pour justement peut-être adresser ces points-là en particulier avec des cas métiers ou comment vous voyez un petit peu la suite vis-à-vis des utilisateurs existants? Alors justement, on a eu une première formation qui était plutôt une formation générale qui a en réalité permis de faire une sorte d'écrémage parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un tiers des utilisateurs formés à Power BI qui l'utilisent aujourd'hui, donc il y a quand même pas mal de déchets. Néanmoins, on a quand même bon espoir que ces personnes qui n'ont pas encore franchi le pas d'adopter totalement Power BI vont ensuite le faire justement en voyant toutes les analyses qu'on peut faire par la suite. Et la question à la base, c'était... La suite. Alors, c'était quoi? Ah oui, et la suite. Est-ce que vous avez mis en place des formations voilà, pour justement donc du coup, il y avait ce cheminement-là qui a été fait par les utilisateurs. Et ensuite, en fait, on en voit aujourd'hui les limites. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart du temps, quand je suis bloquée, je vais voir Thomas de la BI pour qu'il m'aide. Et justement, la prochaine étape, ce serait une formation plutôt avancée des formules de DAX et des données qu'on peut croiser aussi. c'est ça. Donc, on prend le temps, on fait les choses petit à petit, on commence petit, on va devenir grand plus avec le temps. Le but, c'est pas de les former. Enfin, moi, c'est pas du tout c'est pas comme ça qu'on a vu les choses. C'est vraiment de former les gens et puis laisser le temps, apprendre, les laisser apprendre, grandir avec eux, parce que du côté aussi de la DSI, on a beaucoup de choses à apprendre. On maîtrise pas le DAX. Hein. Enfin, personnellement, je maîtrise pas le DAX à 100%. Donc, il faut bien que nous, on fasse un petit peu d'anticipation sur leurs besoins. Donc, on a des feedbacks réguliers, donc on sait très bien ce qui va nous attendre bientôt. Et par la suite, une fois qu'on aura une sorte de communauté de power users active, on va dire ça comme ça, on va commencer à travailler ensemble. C'est-à-dire non plus voir service par service, mais voir tout le monde en même temps et créer une sorte de communauté et vraiment faire des formations un peu plus avancées sur des problématiques un peu plus métiers. Donc, d'accord, c'est ce qui est prévu. Quelque chose un peu de cross-service et finalement les super power users qu'on a un petit peu partout, c'est non pas cette fois-ci les segmenter par service, mais vraiment créer une sorte de communauté et pour qu'eux-mêmes, finalement, grandissent sur ça. L'idée, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Alors, j'ai une petite question sur justement le rôle de Data Steward, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans. Maintenant, évidemment, on ne parle quasiment plus que de ça. Quel est le retour derrière sur justement cette nouvelle fonction qu'on t'a assignée, de dire, voilà, tu es la Data Steward de l'équipe commerce, si j'ai bien suivi. Quel est le retour? Est-ce que finalement c'est galvaudé? Est-ce qu'il y a vraiment un réel métier ou rôle derrière? Est-ce que c'est plutôt 10% du temps ou ça devrait être 100% du temps? Quel feedback tu peux nous faire sur le rôle de Data Steward? Alors, comme c'est mon rôle, je ne vais pas le clasher. Non, je rigole. Du coup, je pense qu'il y a un vrai rôle dans le sens où on travaille en binôme avec la BI, donc avec Thomas notamment. Et à chaque fois qu'on a une question, par exemple, de l'équipe commerce, en gros, chaque power user va venir se référer en priorité au Data Steward qui potentiellement serait un premier filtre pour répondre à ces questions. Et ensuite, si je n'ai pas forcément la réponse, à ce moment-là, on va avec le power user poser la question à Thomas. Et du coup, on va essayer d'enrichir à une sorte de base de données de questions mutuelles. Et donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, je pense qu'il y a, dans cette fonction de Data Steward, il y a aussi toute la gestion en fait, du projet Power BI pour justement archiver les connaissances, créer des nouveaux modèles. Par exemple, moi, je travaille en transverse sur tous les pays. Donc, par exemple, quand je crée un modèle de données sur une analyse, par exemple, de promotion qui a été faite sur un certain pays, du coup, le modèle de données, les données qu'on a matchées, ensuite, en changeant le pays, il est transposable sur toutes les zones. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille, donc, dans l'industrialisation et dans l'analytique, et du coup on dégage du temps pour ces power users-là puisque les modèles sont préparés en amont. C'est une sorte de facilitateur ou d'optimiseur pour
pour la gestion de toutes les connaissances BI. Voilà, donc là c'est le premier rôle donc en interne au sein de l'équipe, et ensuite il y a un deuxième rôle qui est en fait entre les services, et c'est là que le travail devient intéressant. C'est justement, par exemple dans mon équipe, je sais qu'il y a tel pays qui travaille sur telle analyse, et je me dis, bah tiens, s'il y a un problème de taux de retour, donc de quantité des produits retournés dans un pays, c'est peut-être qu'il y a un problème par exemple logistique, et on peut très bien croiser les données et croiser les analyses, et justement aller de plus en plus aller chercher des réponses entre les services. Donc c'est vraiment ce rôle-là de centraliser les données et de faire une remontée de connaissances entre les services. Ouais, donc il y a un vrai rôle en plus. BI et data, c'est pas que faire le lien avec l'IT ou aider les gens à résoudre leurs problèmes. Il y a aussi vraiment une forte composante métier, puisque bien évidemment faire cette analyse de dire s'il y a un problème dans un pays, il faut peut-être que j'aille voir les gens de la logistique. Ça, c'est parce que tu connais aussi le métier. Donc ça, c'est important. Et dernière question sur le data stewardship, le temps que ça te prend sur une journée. Trop, j'imagine, ou non ? Non, mais on a vu tout à l'heure que justement la pente était raide, justement parce que ça prend énormément de temps au départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois que je veux mener une nouvelle analyse, forcément, moi je la vois plus à la granularité cube, je la vois tout de suite à la granularité Power BI et avec toute la richesse des données qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que souvent on a un peu tendance aussi à vouloir trop en faire. Donc le biais, c'est justement peut-être des fois de se dire, bon, bah, je vais peut-être prioriser aussi certaines analyses. Donc je dirais que par semaine, ça me prend en ce moment 5 heures par semaine de vraiment modélisation de la donnée, et ensuite encore 5 heures pour tout ce qui est analyse et préparation d'analyse. Donc en gros, 10 heures par semaine. D'accord, donc une bonne grosse journée. En plus des autres sujets. Un petit peu plus. Alors, le tableau est très très positif, hein, finalement. On sent bien que c'est maîtrisé, que les process sont en place, les utilisateurs sont formés, accompagnés, suivis. Il y a la bonne logistique. Non pas la logistique de votre métier, mais pour organiser tout ça au sein de la société. Maintenant, quelle pourrait être la conclusion que vous donnez ? Déjà, parce qu'on a vu des feedbacks assez positifs, est-ce qu'il y a un truc qui s'est mal passé ou vraiment s'il y avait un point, une zone d'ombre, un point noir sur l'outil, sur les technologies, et puis ensuite, quelle conclusion vous donnez, vous, finalement, de cette année de Power BI ? Alors, ma conclusion, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, bien sûr, mais on voit quand même déjà les limites de la solution. Les limites de la solution, il faut savoir qu'on a opté pour une solution on-premise. Donc on a tout, on n'a pas de Office 365 et tout ça, et on s'était dit, on va faire simple, si on va aller plus vite, on fait du on-premise, et puis rien ne nous empêche de basculer plus tard sur Office 365. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, c'est un détail pour l'instant, la partie cloud, donc ça marche très bien, hein, la version on-premise, on est capable de faire pas mal de choses, mais on commence à avoir quelques limites, quelques points noirs, par exemple le partage. Donc on est sur un système pour l'instant qui est là on a un partage réseau, on publie nos classeurs Power Pivot là-dessus, et les gens y accèdent. En sachant que dans Office 365, on a la possibilité d'avoir un portail web, tout intégré, avec la sécurité, etc., etc. Donc, on sait très bien que c'est pas la version, ça serait un peu plus optimisé. Deuxièmement, c'est en termes de partage et diffusion de l'information. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en étant sur du on-premise, on a uniquement les power users qui ont la licence Power BI peuvent s'échanger les données. On n'est pas capable de transférer ça typiquement à n'importe quel utilisateur. Donc ça reste quand même très restreint en termes de population. C'est ce qui était voulu au tout début. Mais on se rend compte qu'en fait, dès que quelqu'un montre son analyse avec ses petits tableaux, ses Power View et autres, ça peut intéresser d'autres équipes. Donc là, on est un peu bloqué là-dessus. On sait très bien qu'en passant par le portail, on peut pallier à ce problème. Et quoi d'autre ? C'est tout, c'est à peu près le... J'ai juste une question, il n'y a pas de SharePoint ou Non, pas de SharePoint. D'accord, donc c'est du on-prem, mais en fait vous n'avez que la partie Excel finalement. C'est ça. Donc on est vraiment en self-service sur son poste. C'est qu'il n'y a même pas un petit SharePoint pour par exemple avoir du data refresh ou du Power. C'est ça, voilà. Un autre point noir par exemple, c'est le refresh des données. En sachant qu'à Sarenza, on n'est pas live, hein, on n'a pas des données BI live, on est vraiment sur du H-24. Donc oui, il faut mettre à jour manuellement, pour l'instant, manuellement ces données dans Excel. Donc ça peut, en fonction des analyses, prendre 10 à 15 minutes, voire 2-3 minutes pour les petites analyses. Mais ça reste quand même un point, on sait très bien qu'avec
Avec Power Query, on est capable, par exemple, d'automatiser directement le refresh, même pour les classeurs Power Pivot. Donc voilà, on pense, la next step, ce serait si Power BI fonctionne très bien, on va peut-être penser plus tard sur une version cloud en intégrant en fait toute cette partie automatisée. D'accord, donc ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez faire sur le poste client. Et maintenant, il va falloir justement réfléchir à la suite, soit du SharePoint on-prem, soit du Power BI voilà. sur le cloud. Ça ne nous bloque pas pour le moment, mais on sait très bien que c'est des axes d'amélioration de la solution. Si demain, vous avez plus d'utilisateurs ou plus de classes. Tout à fait. D'accord. Un retour, Lisa? Et donc, concernant la partie plus métier, c'est vrai que nous, on utilise donc énormément Power Pivot. Après, c'est sur la partie Power View où justement, en fait, le format, ce sont des sortes de slides et on est souvent bloqué justement par le format. On aimerait montrer nos graphiques, faire des tailles normales et en fait, on est limité à une sorte de slide PowerPoint qui n'est pas forcément le bon format pour justement démontrer démontrer nos analyses. Donc là, c'est là-dessus où on est un petit peu plus. Donc là, c'est un retour vraiment sur l'outil, sur quoi, il n'est pas forcément adapté à votre reporting. Exactement. Et après, je dirais que chez Sarenza, pour conclure, c'est vrai que Power BI, la solution Power BI a vraiment changé la façon dont on travaillait les datas. Avant, on allait voir la BI, justement, on était client de la BI, on leur demandait une extraction en particulier, et ils nous répondaient avec une extraction, et au final, le temps passé, il était dans la demande d'extraction, et une fois qu'on avait nos résultats, on l'analysait, et même si on était bloqué, on n'osait pas redemander une extraction parce que ça pouvait prendre quelques jours, et on était bloqué. Là, aujourd'hui, on est vraiment passé de client à acteur de nos analyses. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, je passe plus de temps avec Thomas à réfléchir comment je vais modéliser, est-ce que j'ai la bonne granularité et qu'est-ce que je peux inventer ensuite, plutôt que sur des demandes d'extraction. Donc on gagne du temps en tout cas sur ce process-là. D'accord. La next step, ce que vous prévoyez pour l'année prochaine, donc j'imagine peut-être d'autres services ou d'autres utilisateurs. Tu parlais Thomas de Data Refresh ou avoir quelque chose qui permet justement de mieux collaborer autour de tout ça. D'autres projets en vue autour de… Tout est dans la tête de mon DSI, donc il serait mieux placé que moi pour répondre. Pour l'instant, on va dire que la partie Office 365, c'est côté BI en tout cas, et côté self-service, c'est en réflexion. C'est en réflexion. D'accord. Mais on attend vraiment que déjà cette première phase se passe et qu'on voit vraiment qu'il y a vraiment cette communauté qui se réveille et qui agisse pour mettre on va dire la brique cloud par la suite. D'accord. Je m'aperçois qu'on n'a pas forcément listé toutes les briques que vous avez fait, mais finalement, si vous avez suivi, vous avez peut-être pu reconstituer. Donc, si j'ai bien suivi, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map. Vous avez vraiment utilisé les 4 briques, peut-être pas Power Map. Pardon. Power Map, pas trop. Nous, on l'utilise pas trop, mais c'est vrai que là, on vient de former la logistique et a priori, ils avaient l'air intéressés justement pour voir un peu les points de vente. On a des relais qui est là et justement pour les voir au sein du pays, mais après dans tout ce qui est vente, ça reste au pays et on n'avait pas trop, nous on n'a pas encore listé des utilisations. D'accord. Eh bien, merci. Je vais rester sur le slide que ça fasse moins mal aux yeux. On va peut-être il nous reste quelques minutes pour des questions-réponses. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre retour. C'est important d'avoir ce type de session aussi et pas forcément que de l'implémentation, mais d'avoir des vrais retours d'utilisateurs qui pas forcément qui galèrent, hein, mais qui au moins sont dans le vif du sujet et qui ne vont pas survendre le produit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous dormez tous? Ah, si, il y a une question quand même. Alors, la question, c'est est-ce que c'est le Data Steward qui est en charge de la création des modèles Power Pivot? J'imagine que la suite de la question, c'est ou alors est-ce que les utilisateurs, finalement, peuvent se débrouiller tout seuls pour faire ça? Donc, je pense que c'est pour Lisa plus la question. Donc, je crée mes modèles de données, mais Thomas me met à disposition toutes les bonnes données. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre moi-même, d'aller matcher les bonnes données à la bonne granularité. Mais effectivement, les sources d'erreurs sont possibles. Donc, c'est vrai que je travaille vraiment en binôme avec la BI pour justement matcher les bonnes données. Et est-ce qu'il y a des utilisateurs, ce que j'imagine, c'est de savoir s'il y a d'autres utilisateurs, les fameux power users ou utilisateurs finaux, est-ce que eux, ça leur arrive d'ouvrir Power Pivot et de créer un modèle? Oui. Typiquement, je ne l'ai pas vu, en tout cas chez Sarenza. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le modèle de données ressemble beaucoup,
le modèle donné, les vues qu'on a mis à disposition, si on les intègre dans un modèle donné, on va un peu retomber en fait sur le cube ou sur le dataware. Et à partir de là, en fait, chaque métier savent très bien où est-ce qu'ils vont taper. Si le commerce va taper souvent, ils vont utiliser la dimension temps, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser la table des commandes, ils vont utiliser la table des pays, le type de commande. Donc en fait, c'est on va dire des patates de données qui vont vite récupérer et ils savent très bien que ça se match. Donc bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul, ça s'apprend. Il y a la logique du cube, il y a dans la formation, c'est pour ça qu'on fait une formation un peu spécialisée pour chaque service pour vraiment savoir où est leur range de données. Et par la suite, j'ai envie de dire, c'est eux-mêmes qui créent. C'est ce qu'ils faisaient avant en fait. C'est-à-dire que quand ils font des recherches V sur pas mal de fichiers Excel ou pas mal de tableaux, ils construisent eux-mêmes leur petit modèle de données, même si ça se voyait pas. Mais en fait, on retrouve la même logique. Donc oui, pour moi, ça serait, pour l'instant en tout cas, c'est Lisa, donc quelqu'un, un peu plus data steward, qui s'occupe de ça, qui est capable en fait d'améliorer le modèle de données, mais toujours en allant voir la BI si pour des questions de granularité et de relation. Une autre question? Non. Eh bien, merci déjà aux intervenants. Il y avait une main levée. Mais... Il y avait une question. Allez, on prend la dernière. Oui. Alors, je répète la question pour l'enregistrement. Donc, est-ce que vous avez suivi une méthodologie quelconque? Exemple, il y a la méthodologie agile, donc j'imagine qu'on pense à des scrums ou des choses comme ça, pour justement mettre ça en place ou pas du tout Alors, on va dire à moitié, pour être franc. On est allé vite. Ça, on fonctionne en Scrum sur certains projets à Sarenza. Donc, on a des itérations et des sprints. Donc, on a essayé, moi en tout cas, c'est un peu comme ça que je fonctionne, un peu comme Deezer l'a fait aussi. C'est on y va. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Au prochain, on se corrige, on s'améliore et on apprend un peu plus. Et moi, c'est mon avis personnel là-dessus, c'est que je suis pas expert Power BI au sens réel, je suis plus BI traditionnel dans l'âme, mais on a la chance avec Power BI de vraiment de dire si c'est pas bon, c'est pas grave. Les mises en prod, il n'y a pas réellement de mise en prod, il n'y a pas vraiment d'étape importante de déploiement, ça se fait un peu d'une manière, on va dire, très locale en fait. Donc rien ne nous empêche, on a raté une vue, on corrige la vue tout simplement. On a raté le modèle, il suffit de remodifier le modèle et on avance vraiment en fonction des utilisateurs aussi. Donc ça ressemble un peu de la méthode agile. Mais est-ce que ça en est concrètement? Je serais un peu mal placé pour en discuter. Mais on n'a pas réellement suivi une vraie méthode. On est vraiment parti, on va dire, d'une manière assez naturelle d'évolution. J'ai envie de dire ça comme ça. Je rajouterais juste que ça a été aussi, même si on n'a pas suivi de méthodo, ça a été quand même drivé par le business dans le sens qu'on a fait une grosse levée en août et qu'on avait énormément de besoins en analytique et de nombreux profils analytiques qui vont être recrutés notamment donc dans les équipes métiers et des développeurs à la BI. Et c'est justement dans cette phase de développement qu'on a priorisé ça. Donc c'est vraiment l'intérêt business aussi qui a priorisé le développement chez Sarenza de la Power BI. Donc c'est de l'agilité mais avec des sprints de 2 heures en fait. C'est ça, l'idée c'est ça. En tout cas, merci à vous pour ce retour et merci à vous d'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, venez discuter avec les intervenants. Ils pourront compléter s'il y a besoin. Merci.